Merci Cédric. Alors moi ce que je vais faire, c'est vous parler un peu de Galilée en général, parce qu'il est moins connu qu'on ne le croit d'habitude. Moi je fais souvent une petite enquête sur les connaissances historiques et culturelles au sens large des étudiants. Et quand on leur demande quand et où a vécu Galilée, vous seriez surpris de la diversité des réponses. Ça va depuis l'Antiquité latine jusqu'à la France du XVIIIe siècle, extrêmement variable. Donc ça me semble intéressant de le remettre dans son contexte. Et le point sur lequel je voudrais insister essentiellement ici, c'est que Galilée, son génie, son importance absolument capitale dans notre histoire, non seulement scientifique, mais intellectuelle au sens large, vient de ce qu'il était, évidemment un très grand homme de science, mais aussi, vous le verrez, un homme de culture. Et c'est cette interaction entre la science naissante à l'époque, début du XVIIIe siècle, au sens moderne du terme, période de la révolution scientifique, cette interaction donc entre la science naissante et la culture ambiante de son temps, qui me paraît extrêmement intéressante, ne fût-ce que par contraste, hélas, avec la situation actuelle. Donc Galilée naît en 1564, meurt en 1642, c'est-à-dire que l'année 1600 est à peu près au milieu de sa vie. En voici deux portraits. Celui-là est très connu, c'est Galilée, vieux déjà, vous voyez, 736, donc c'est 6 ans avant sa mort. C'est un vieil homme, regardant bien évidemment vers le ciel. Mais le portrait que je préfère à tous, c'est celui-ci, qui est un peu antérieur, 1624. Il a donc à peu près 60 ans, mais vous le voyez, c'est un homme dans la pleine force de l'âge, et on voit bien ici le caractère extrêmement affirmé du personnage, qui était quelqu'un de très... qui avait un caractère, et même parfois d'ailleurs un sale caractère, mais qui était un personnage tout sauf indifférent. Alors, d'abord, nous allons essayer de... ah oui, alors peut-être un petit mot pour revenir sur la date de commémoration que nous fêtons aujourd'hui. C'est en 1610, quelques mois après les observations que nous commémorons aujourd'hui, au mois de mars-avril, que Galilée rédige immédiatement un compte-rendu de ses découvertes dans un livre qu'il écrit en latin, qui s'appelle le Sidereus Nuncius, le messager céleste ou le messager des étoiles, suivant les traductions, et qui date de 1610, qui connaît immédiatement une diffusion extrêmement rapide à travers toute l'Europe, et qui va le rendre célèbre. Il est déjà connu. Il est fort connu de ses collègues à travers toute l'Europe, parce qu'il a fait d'autres travaux antérieurs, mais là, il va acquérir une célébrité considérable d'un seul coup. Voici la page de garde de l'original de ce livre, vous voyez, 1610 ici, livre édité à Venise, puisque à cette époque, Galilée est professeur à l'université de Padoue, qui dépend de la République de Venise, et avec, comme on le fait à l'époque, un titre très compliqué, vous voyez Sidereus Nuncius, mais après, vous voyez toute une série de détails, en particulier les fameuses 4 planètes, c'est-à-dire les satellites de Jupiter, qu'il appelle, on y reviendra, les étoiles médicéennes. Le mot satellite est dû à Kepler, est un peu plus tardif. Ce texte a été traduit en français. Il est disponible en particulier au format de poche désormais, et je vous le recommande vivement parce que c'est un livre absolument majeur dans l'histoire, non seulement des sciences, mais dans l'histoire culturelle de l'Occident. C'est d'abord extrêmement facile à lire et tout à fait sidérant, si j'ose dire, par l'importance de ce que Galilée y énonce en pleine connaissance de cause d'elle. Alors, replaçons Galilée en son temps, pour avoir les idées claires. Un petit tableau synoptique chronologique. Voilà, Galilée naît donc en 1564, nous l'avons dit, et meurt à 1642. Pour le replacer dans une histoire qui est la nôtre, par rapport au roi de France, vous voyez qu'il est contemporain à sa naissance de la fin des rois de la Renaissance, Charles IX, Henri III. Henri IV meurt à la fameuse année 1110, comme chacun sait, et donc la fin de la vie de Galilée contemporaine de Louis XIII, et Louis XIV va prendre le pouvoir très peu de temps après sa mort. Pour le référer à des personnages qui font partie de notre culture française, oui, Galilée est plus jeune que Montaigne, il est plus âgé que Descartes, avec qui il aura des relations épistolaires. Descartes est presque une génération après, Pascal est encore plus jeune, mais Galilée, pour changer maintenant de pays, Galilée est un contemporain quasi exact de Shakespeare. À un an près, ils naissent en même temps, Shakespeare aura une vie un peu plus courte.
Maintenant, pour en revenir au personnage de l'histoire des sciences, Copernic, qui est évidemment le grand prédécesseur de Galilée par rapport à l'affirmation d'un système héliocentrique, Copernic est mort depuis un bon moment quand Galilée meurt, mais vous savez que l'œuvre majeure de Copernic est publiée dans les derniers mois, même dernières semaines de sa vie, donc assez peu de temps avant la naissance de Galilée, qui, quand il sera jeune, en fera évidemment son profit. Giordano Bruno, qui n'est pas vraiment un scientifique, qui est plutôt un philosophe, un poète, mais qui a des intuitions absolument extraordinaires, qui vont d'ailleurs au-delà de ce que les scientifiques, en particulier Galilée, pourraient dire. C'est que Giordano Bruno est un des premiers dans la modernité, je ne parle pas de l'Antiquité, mais à affirmer la pluralité des mondes, et même la pluralité des mondes habités. Donc une vision cosmique extrêmement ample, qui évidemment lui vaudra de graves ennuis avec l'Église, moins tant pour ses affirmations qui ne sont pas, je le répète, véritablement scientifiques, que pour des problèmes véritablement théologiques. Bruno est véritablement un hérétique. Il réussit d'ailleurs le tour de force de se faire excommunier 3 fois, par les catholiques, par les luthériens et par les calvinistes. Je crois que c'est un record qui n'a jamais été battu depuis. Et donc son hérésie le conduira à un jugement extrêmement sévère, puisqu'il sera brûlé à Rome, sur le Campo dei Fiori, le 17 février 1600, au moment où Galilée est au milieu de sa carrière, et Galilée ne citera jamais Bruno, bien qu'il s'en inspire d'un certain nombre d'arguments pour des raisons trouvées aisément devinées. Tycho Brahe, qui est le premier des très grands observateurs, est à peu près de la même génération de Bruno, et Kepler, qui est l'héritier, surtout théoricien plus observationnel de Tycho Brahe, est de la même génération que Galilée. Il est un peu plus jeune que Galilée. Ils correspondront abondamment, surtout d'ailleurs dans cette année 1609-1610. Et Galilée aura toujours, par rapport à Kepler, un petit peu l'attitude du frère aîné. Kepler est très admiratif de Galilée, qui ne le lui rend pas vraiment. Galilée estime Kepler, mais par exemple, on trouvera que les idées de Kepler sur les orbites elliptiques, ça ne le séduit pas véritablement. Plus tard, viendront Huygens et Newton, qui naît d'ailleurs l'année même de la mort de Galilée. Par rapport au contexte culturel de son temps, et de la culture italienne dans laquelle il vit, Galilée est contemporain du vieux Tasse, grand poète italien, et il est contemporain des peintres comme Annibal Carràche et le Caravage, qu'il regardera de près et avec qui il aura des relations très étroites, j'y reviendrai. Et il est surtout contemporain en musique de Monteverdi, qui est d'ailleurs un élève de son père. Le père de Galilée était un musicien. Et je termine avec 2 épisodes historiques extrêmement importants. L'un qui est juste avant la naissance de Galilée, qui est le Concile de Trente. Le Concile de Trente, vous savez que c'est ce concile dans lequel l'Église catholique lance la contre-réforme pour faire pièce à la réforme protestante qui est en train de gagner du terrain, surtout dans les États du nord de l'Europe, les États germaniques. Et l'Église lance une grande contre-offensive, qui est en particulier une contre-offensive culturelle. C'est à partir de là que va se déployer tout l'art baroque, aussi bien musical que pictural, où l'Église va tenter de trouver les moyens culturels de répandre et amplifier sa propagande religieuse face donc, aux protestants. Et à la fin de la vie de Galilée se déroule la guerre de 30 ans, qui est cette guerre extrêmement confuse, qui se déroule essentiellement sur le sol allemand, mais qui mêle à peu près toutes les puissances européennes, et qui aura une certaine importance à la fin de la vie de Galilée, parce que le Vatican, qui est pris dans cette guerre de 30 ans, qui est allié essentiellement à la puissance catholique et à l'Espagne, sera soumis de la part de l'Espagne à des pressions intégristes, dirait-on de nos jours, qui ne seront pas pour rien dans les ennuis que Galilée aura à la fin de sa vie. Donc voilà le contexte historique dans lequel travaille Galilée. Maintenant, brièvement, sa vie. Donc il naît en 1564, il naît à Pise, donc en Toscane, et il passe sa jeunesse à Pise et à Toscane. Sa famille est une famille de la bourgeoisie toscane, assez fortunée, je ne dirais pas riche, mais aisée. Et son père est, comme cela peut se passer à l'époque, un commerçant aisé et
un grand musicien, qui écrit des traités de musique, qui compose, et d'ailleurs un des frères de Galilée sera lui-même un grand flûtiste, et vous pouvez trouver d'ailleurs aujourd'hui des œuvres de Vincenzo Galilei, le père de Galilée et de son frère, qui ont été enregistrées récemment. Donc il naît dans ce milieu toscan favorisé, et il a une éducation extrêmement poussée, en particulier sur le plan culturel. Il apprend évidemment la musique, puisque c'est dans la famille. Il fréquente les ateliers d'art, il connaît bien la peinture, il est très attentif à la littérature de son temps, il lit des poètes, il discute avec eux. Donc c'est un homme vraiment de très très haute culture. Son père le destinait à la médecine, mais qui est une tradition familiale chez les Galilées. Ça ne lui dit rien du tout. Il obtient de son père d'abandonner ses études de médecine et il étudie les mathématiques. Pratiquement tout seul, avec l'aide de quelques anciens qui sont déjà versés dans la discipline. Il faut se rappeler qu'à l'époque, les mathématiques sont une discipline un peu secondaire dans l'université, qu'elles sont enseignées essentiellement sur un mode instrumental pour faire des calculs de comptabilité ou de la géométrie d'arpentage, etc. Et que les hautes mathématiques, comme on dirait aujourd'hui, ne sont guère enseignées, et que d'ailleurs les traités de mathématiques anciens, Euclide par exemple, n'ont été traduits que peu de temps auparavant et ne sont connus que